Bonjour à tous, je m'appelle Sabrina Nicolas, je suis en deuxième année de thèse et j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui d'une partie de mon travail qui concerne l'encapsulation du calcitriol pour une application à la chimiothérapie antitumorale. Qui dit chimiothérapie antitumorale dit cancer. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette maladie, mais comment elle survient cette maladie? Eh bien, le cancer va partir d'une toute petite cellule. Donc ici, une cellule cancéreuse qui va échapper au mécanisme de régulation et qui va proliférer de manière incontrôlée jusqu'à former une masse de cellules qu'on appelle donc tumeur. Et cette tumeur va même être vascularisée, donc vous pouvez la voir ici. Et puis, au fil du temps, quelques cellules vont se détacher de cette tumeur et vont pouvoir envahir l'organisme sous forme de métastases. Donc, le cancer, c'est une cause majeure de décès dans le monde, avec quand même 8,2 millions de décès en 2012 et pas moins du double prévu pour 2030 selon la Fondation contre le cancer. Donc, le calcitriol, en fait, ça va être le métabolite actif de la vitamine D. Quand on va s'exposer au soleil ou manger certaines ressources nutritives, on va assimiler la vitamine D sous forme de cholécalciférol, qui n'est pas active, mais qui va être métabolisée dans le foie une première fois pour former du calcidiol et dans les reins pour finalement former le calcitriol, qui est donc le métabolite actif. Donc, il est connu pour son rôle dans la régulation du métabolisme phosphocalcique. Il est d'ailleurs commercialisé pour ce rôle sous forme de capsules, sous forme d'ampoules pour des injections intraveineuses. Mais moi, ce qui m'intéresse, ça va être son autre rôle. Et ça a été découvert plus récemment qu'il avait un rôle dans la régulation de la prolifération et la différenciation cellulaire, ce qui est important du coup dans le cancer, puisque je vous ai dit que c'est une prolifération anormale des cellules. Pourtant, donc, il y a eu un échec des études cliniques avec le calcitriol pour deux raisons. La première étant que le calcitriol, en tant qu'anticancéreux, est efficace à des concentrations supraphysiologiques, ce qui va entraîner des effets secondaires, donc notamment une hypercalcémie avec des toxicités associées. Et la deuxième raison, c'est qu'il va présenter, le calcitriol, une mauvaise biodisponibilité au niveau tumoral, parce qu'il va avoir une faible demi-vie dans la circulation sanguine et il va être excrété ou dégradé avant de pouvoir être efficace. Donc, il serait intéressant de le vectoriser, c'est-à-dire de l'encapsuler dans des particules, dans des nanoparticules plus exactement. Donc, si vous regardez ici l'échelle avec l'échelle macroscopique, microscopique et nanoscopique, vous voyez que la plus petite chose que peut voir l'œil humain est de 10 000 nanomètres. Et en dessous, vous avez par exemple l'Escherichia coli, qui est une bactérie très connue qui mesure 2000 nanomètres. Et moi, mes nanoparticules, elles vont être 10 fois plus petites que cette bactérie. Elles vont faire environ 200 nanomètres. Donc du coup, ces thérapies, donc chimiothérapie, radiothérapie et chirurgie, présentent des inconvénients, comme vous devez certainement le savoir. La chimiothérapie et la radiothérapie ne sont pas spécifiques et vont donc entraîner des effets indésirables et des toxicités. En plus, au niveau de la chimiothérapie, il y a un phénomène de résistance aux actifs qui s'appelle le phénomène MDR, pour Multi-Drug Resistance. Et donc, ce phénomène va empêcher une efficacité du traitement. Et au niveau de la chirurgie, ça va consister à retirer la tumeur, donc c'est quelque chose de très invasif. Et puis, il va y avoir de gros risques de récidive. D'où l'intérêt d'innover thérapeutiquement avec les nanomédecines. Donc les nanomédecines, ça va être encapsuler des actifs ici anticancéreux dans des nanoparticules. Ça va permettre d'une part un ciblage tumoral, puisque les nanoparticules vont être furtives, elles vont circuler longtemps dans la circulation sanguine jusqu'à atteindre la tumeur qui est très vascularisée. Donc elles vont pouvoir ensuite être internalisées par les cellules cancéreuses. Les nanoparticules permettent aussi une potentialisation de l'efficacité de l'actif et puis une amélioration de sa pharmacocinétique puisqu'il est possible de contrôler la libération de l'actif avec par exemple une libération prolongée qui permettrait d'espacer les traitements. Donc au niveau de ce que je fais de mon travail maintenant, réellement. Donc j'encapsule du calcitriol dans des nanoparticules polymères. Le polymère que j'utilise, il s'appelle l'acide polylactique. Vous pouvez voir sa structure primaire ici. Et c'est un bon polymère puisqu'en fait, il est approuvé par la FDA et donc va pouvoir être administré à l'homme sans aucune toxicité puisqu'il va être biodégradable et biocompatible. Donc, au niveau de la formule, vous avez un petit schéma ici. Donc, pour formuler les nanoparticules, en fait, on va avoir une première phase organique
avec le polymère, le principe actif et un solvant volatile qu'on va injecter dans une phase aqueuse sous agitation et le polymère va précipiter. Donc, ensuite, on va donc avoir une suspension de nanoparticules et après évaporation du solvant, on va pouvoir avoir une suspension concentrée de nanoparticules. Et ces nanoparticules, il va falloir les caractériser puisqu'on ne va pas injecter n'importe quoi à l'homme. Donc on va les caractériser en termes de taille, donc les miennes font environ 200 nanomètres, en termes de morphologie et d'état de surface, mais aussi en termes de taux d'encapsulation, puisque le but c'est quand même d'avoir un maximum d'actifs dans ces nanoparticules. Donc mes nanoparticules, j'arrive à encapsuler environ 90% de l'actif. Et puis enfin, on va caractériser ces nanoparticules en termes de profil de libération, avec un profil de libération souhaité qui est prolongé. Ensuite, ces nanoparticules, une fois caractérisées de manière physico-chimique, je vais évaluer leur efficacité biologique. Donc, je travaille sur le cancer. Donc, je commence in vitro, c'est-à-dire sur des cellules. Et mon modèle à moi, c'est des cellules d'adénocarcinome mammaire humain, donc les MCF7. Donc, les MCF7, elles vont se cultiver dans une flasque comme ça. Donc, je vais mettre quelques cellules dans cette flasque avec un milieu nutritif. Et en 2-3 jours, vous aurez plusieurs millions de cellules dans cette petite flasque. Donc, une fois que mes cellules, j'en ai assez, je vais pouvoir en prélever et les insérer dans des plaques 96 puits comme ça, donc sous un conditionnement stérile. Et je vais pouvoir ajouter mes composés, donc mes nanoparticules, pour voir comment le traitement va agir. Et pour voir la prolifération, pour mesurer la quantité de cellules, je vais utiliser un test très simple qui est l'essai MTT, et donc qui est un essai colorimétrique. Le principe, c'est celui-là. Au début, vous avez un MTT qui est de couleur jaune, le sel de tétrazoléum est jaune, et quand il va être en présence de cellules vivantes, donc elles vont être métaboliquement actives, elles vont le métaboliser en formazan, et le formazan, il va être violet. Donc vous allez obtenir ce type de plaque-là, et vous voyez, plus vous allez vers la droite, plus c'est coloré, c'est-à-dire que plus il y a de cellules métaboliquement actives et donc de cellules vivantes. Donc sur une manipulation, on peut obtenir ce genre de graphe. Donc ici, c'est un graphe qui représente la viabilité cellulaire en fonction du temps, donc du nombre de jours ici, à une concentration donnée. Donc vous voyez le calcitriol libre en rouge et le calcitriol encapsulé en noir. Ce que vous voyez, c'est que sur 7 jours, donc 4-7 jours, sur 7 jours, le calcitriol est efficace puisqu'il y a moins de cellules viables que contrôle qu'on considère à 100%. Et par contre, à J10, le calcitriol libre, il a perdu toute son activité, alors que l'encapsulé, il va conserver son activité. Au niveau de l'efficacité biologique des nanoparticules, j'évalue aussi l'internalisation cellulaire des nanoparticules par cytométrie en flux. Et puis, une fois que le vitro est validé, on peut passer au in vivo. Donc, je travaille sur des souris. Et donc, je vais pouvoir regarder plusieurs choses, notamment, pour commencer, l'efficacité biologique des nanoparticules par injection intratumorale. Et puis, il faut aussi évaluer le ciblage, puisque le but, c'est que ça aille jusqu'à la tumeur. Donc ça se fait par injection intraveineuse. Donc en fait, sur les souris, ce qu'on regarde, c'est comment la tumeur va évoluer en termes de taille. Et puis, une fois que les souris seront sacrifiées, on regardera le poids de la tumeur. Et ce qu'on peut aussi regarder, c'est l'hypercalcémie, donc mesurer la calcémie par le biais de prélèvements sanguins, donc faire des prélèvements sanguins à différents moments sur les souris. Donc voilà pour mon travail. Donc j'espère un jour passer chez l'homme. Bon, généralement, ça prend quand même plusieurs années pour passer chez l'homme. Mais j'espère qu'un jour, ça va aboutir. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions.